Salut! La passion du jeu ne se cache-t-elle pas en chacun de nous, à plus ou moins forte dose, quel que soit notre âge? Une chose est sûre, jouer peut à la fois amuser et instruire, et ce, dès la plus tendre enfance. Alors pourquoi ne pas appliquer le principe de l'apprentissage ludique à l'âge adulte? La gamification, ainsi s'appelle ce phénomène qui se répand de plus en plus à travers la planète. Prenons un exemple. Le street pong. Actuellement testé à Hildesheim, cette variante du jeu vidéo Pong inspiré du ping-pong doit encourager les piétons à attendre que le bonhomme passe au vert pour traverser. Autre exemple, l'escalier musical de Stockholm, censé nous faire préférer l'escalier à l'escalator. Bien évidemment, les grandes entreprises ont flairé le filon, comme le géant du net Google. Lui utilise la gamification pour faire des internautes de fervents collecteurs de données. Ici, une guerre fait rage, invisible. Les combattants sont parmi nous. Leur arme, les smartphones avec lesquels ils changent le monde. Ou plus exactement, ils jouent à Ingress. Leur mission est ambitieuse, dominer le monde. Au début, ça fait un peu bizarre, mais une fois qu'on est dedans, c'est génial. Deux factions rivales s'affrontent. Les joueurs sont des agents. Ils doivent s'approprier des portails. Ces portails se trouvent généralement au niveau de monuments célèbres. Big Ben, par exemple. Les joueurs doivent s'y rendre physiquement et hacker ces portails. Ce jeu a réuni à Londres plus de 500 agents venus du monde entier. Les bleus contre les verts. Pourquoi je me suis peint le visage? Parce que je m'investis à fond, je me donne à 100%. Ce n'est pas un jeu virtuel ordinaire où on est seul ou avec des potes devant un ordinateur. Là, l'idée est de sortir, de se déplacer dans le monde réel, de découvrir des choses. Il y a des portails et il faut en prendre possession pour l'équipe. Ce jeu est vraiment sympa. Tiago vient du Portugal. Il est infirmier et joue pour les Verts depuis déjà 1 an et demi. Le voici en quête de portail au cœur de Londres. Il y en a un peu plus loin. Le premier portail se trouve au niveau d'une façade de maison. Les créateurs d'Ingress font sans cesse évoluer le jeu sur Internet en alimentant le scénario. Salut les agents, je suis Susanna Moyer et voici les infos. Ils donnent de nouvelles informations et entretiennent le suspense en permanence. Tous les agents doivent être interconnectés. L'appli a été installée sur plus de 10 millions de smartphones Android. Et qui en profite? Google. Car Ingress est son œuvre. L'entreprise peut donc exploiter à sa guise toutes les données des joueurs, y compris leur profil de déplacement. Énormément de données peuvent être collectées à travers ce jeu. Et Google peut les exploiter à loisir. Par exemple, le profil de déplacement des joueurs. À tout moment, Google sait où tel agent se trouve. C'est une info précieuse, car si on sait dans quelle zone géographique se trouve le mobinaute, on peut lui envoyer des pubs géociblés. Exploiter la passion du jeu, collecter des données, gagner de l'argent, tout cela en intégrant des éléments de jeu dans le monde réel. C'est la gamification. Et de plus en plus d'entreprises en découvrent les avantages. Jörg Nisenhaus crée des logiciels pour elle. Il est convaincu des bienfaits de la gamification. La gamification peut tout à fait être appliquée au contexte professionnel pour motiver les employés et les rendre plus efficaces et de façon générale optimiser les processus. On n'aura jamais autant de plaisir au travail qu'en jouant à un bon jeu qui a pour unique objectif de nous amuser. Mais on peut beaucoup apprendre par le jeu. Je crois que c'est le sens et le but de la gamification, de nous faire voir les choses autrement. Un développeur doit se demander pourquoi les jeux fonctionnent aussi bien. Jörg Nisenhaus a travaillé pour l'industrie des jeux vidéo. Sa mission, rendre passionnant ce qui est ennuyeux. La gamification est donc instrumentalisée, certes, mais si l'entreprise est responsable, le consommateur l'est aussi. Beaucoup d'applis présentées comme gratuites ne le sont finalement pas tout à fait. En échange, l'utilisateur communique des données personnelles. Ça aussi, c'est assez discutable. Au final, c'est à chacun de décider s'il veut jouer ou non. Les agents d'Ingress s'amusent comme des fous, ça ne fait pas de doute. Ils découvrent des lieux passionnants et se font des copains partout. Mais cela justifie-t-il de fournir des données personnelles à Google?
On ne sait même pas ce qu'ils font de toutes ces infos. Est-ce qu'ils les vendent? La publicité géociblée est le big business de demain. Faut-il s'en inquiéter? Nous ignorons la quantité de données que nous partageons d'ores et déjà avec Google. Est-ce que ça m'inquiète? Pas vraiment. Je sais très bien qu'avec nos téléphones portables modernes, nous sommes tous sous surveillance. En continu. La plupart des gens ne réalisent pas l'importance de tout ça. Je crois qu'on doit essayer de trouver un équilibre, de comprendre quelles sont les données qu'on peut communiquer et celles qu'on ferait mieux de garder pour soi. Comment? Pardon, mais je dois y retourner. Et le voilà reparti en quête du prochain portail. Mais n'oubliez pas, Google is watching you. On ne va quand même pas se mettre à instrumentaliser systématiquement le jeu pour servir je ne sais quel intérêt tout autre que ludique, si? Nous avons sillonné le continent et demandé à nos concitoyens européens « Pourquoi jouez-vous au juste ?» La Europinion. Je crois que les gens aiment s'affronter les uns les autres. Tout le monde a un certain esprit de compétition. Et avec les progrès de la technique, il y a de plus en plus de jeux à leur disposition. Je crois que les gens jouent parce qu'ils s'ennuient. Ils doivent faire quelque chose de leur temps. Les journées sont longues et ponctuées de temps mort. Alors on veut s'occuper les mains avec quelque chose qui n'est pas lié au travail. Et le jeu rassemble les gens. De l'ennui naît une expérience collective. On rit, on communique. Les jeux de société permettent de passer du temps les uns avec les autres. Les jeux vidéo, c'est un peu l'inverse. Chacun joue de son côté. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je préfère les jeux à l'ancienne. Oui, à moins d'avoir été éliminé 27 fois de suite au jeu des petits chevaux, auquel cas on n'a plus du tout envie de passer du temps avec son adversaire. Enfin bref. La nouvelle mode en matière de jeu prend de toute façon une toute autre direction. Là, il s'agit de trouver la sortie. Dans les exit games, les joueurs se font enfermer dans une pièce. Pourquoi est-ce que ça me rappelle quelque chose? Et doivent tenter d'en sortir en résolvant des énigmes. Ils deviennent donc eux-mêmes des personnages de jeux vidéo. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Du moins pas quand on est aussi futé que notre reporter Kathleen, qui a participé avec une amie à l'un de ces exit games en Espagne. Ah mince. Mon amie Anna et moi sommes enfermés. Quelque part en Espagne. Comment est-ce que ça a pu arriver? Bien sûr, tout ceci est sans danger. Dans toute l'Europe, comme ici à Valence, les gens se laissent volontairement emprisonner. C'est censé être sympa, alors on a voulu essayer. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Très bien. Oui, très bien. Je m'appelle Guillermo, et vous allez faire une partie de Live Escape. On vous laissera bien sûr sortir quoi qu'il arrive. Vous repartirez d'ici saine et sauve. Le but du jeu est de trouver des clés qui nous permettront d'ouvrir les portes et de sortir. Pour ça, il faut résoudre des énigmes. Nous avons 60 minutes. Guillermo nous observe par les caméras de surveillance. Au bout de 10 minutes, nous célébrons notre premier succès. Nous avons trouvé la première clé. Anna, elle ne fonctionne pas. Et c'est ici. Ah, ça ne marche pas non plus. Quand on a découvert ce type de jeu, mon frère et moi, on a tout de suite su que c'était notre truc. Ça nous correspondait vraiment. Ces idées complètement tordues, c'était tout à fait nous. Des idées tordues comme ce code partiel dont il faut trouver l'autre moitié quelque part dans la pièce. Et il ne suffit pas de chercher les numéros manquants. Il faut aussi savoir les combiner.
Si on est vraiment bloqué, Guillermo peut nous aider via le haut-parleur. Par chance, on n'a pas eu besoin de lui. Le coffre n'était pas fermé. C'est pas vrai. Non mais je rêve. Regarde, tu sais ce que c'est? Oh oui, je sais. Quand les joueurs résolvent une énigme, on ne peut que se réjouir avec eux. Ils sont à fond dans le jeu, et quand ils parviennent à sortir, c'est le pied total. Plus que 10 minutes et on n'avance pas. Plus qu'une serrure, mais l'horloge tourne. Il y a un enfant en chacun de nous qui a envie de jouer. Souvent, les parents amènent leurs enfants ici pour leur faire plaisir. Mais finalement, ils se prennent au jeu au point qu'ils ne laissent même plus jouer leur môme. Non, laisse-moi faire. On aime tous résoudre des énigmes, ouvrir des coffres, trouver des solutions. On adore ce sentiment d'avoir réussi. Une minute 22. Ça t'a plu? Au début, on pense que 60 minutes, c'est une éternité. Et puis tout à coup, on n'a plus que 3 minutes. Et le cœur qui bat à 100 à l'heure. Zut, il reste encore ça à trouver, et ça, et ça. C'est dingue. Complètement dingue. Oui, c'est dingue. Et ça en vaut la peine. Youpi, on a réussi. Mais mon cœur a du mal à s'en remettre. On s'amuse rien qu'à les regarder. La prochaine fois, en 30 minutes, s'il vous plaît. Et oui, l'univers du jeu est celui des superlatifs. Il faut aller toujours plus vite, plus haut, plus loin. Voici quelques chiffres. Jouer, tout le monde aime ça. Partout en Europe et depuis très longtemps. Les plus vieux éléments de jeux de société retrouvés à ce jour viennent de Turquie et ont plus de 5000 ans. Chiens, cochons, pyramides, ce sont peut-être les pièces du premier jeu de société de l'histoire de l'humanité. La plus longue partie de cartes du monde a été disputée en 2011 par 6 Allemands. Elle a duré 170 heures non-stop. Le jeu de balle le plus rapide du monde est irlandais. Au hurling, 15 joueurs essaient d'envoyer la balle dans les buts opposés en utilisant leurs mains, leurs pieds ou encore une crosse. Le jeu peut rapporter gros, et pas seulement dans le monde du sport. Rien qu'en Allemagne, 400 millions d'euros ont été dépensés en jeux de cartes et de société l'an dernier. Et ça ne comprend pas les jeux vidéo qui peuvent rapporter gros. Très gros. Presque autant que le sport de haut niveau. Est Clement Ivanov, 25 ans, est la star européenne de l'e-gaming. Cette année, il a gagné plus de 280 000 euros. Vous êtes tous en train de vous demander, mais enfin, avec ce niveau, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé professionnel? C'est vrai que ça peut rapporter énormément d'argent. Mais attention, comme bien souvent, c'est moins facile que ça n'en a l'air. La pression et la concurrence sont énormes, à tel point qu'on en vient à se doper comme dans le sport de compétition. Cet été, Sam Fiss, le champion américain de l'e-gaming, a avoué consommer certains médicaments avant les compétitions pour booster sa concentration. Faut-il l'accepter ou trouver ça injuste? La question reste ouverte. Ils viennent du monde entier. Ils mêlent le jeu et la réalité, le numérique et l'analogique. 13 000 personnes sont là pour assister à la finale du championnat du monde. Les tickets se vendent entre 80 et 350 euros. Ce n'est pas du foot, ni du tennis, ni de l'athlétisme, mais des e-sports. Un e-sport, c'est comme un vrai sport. Si on joue avec le cœur, on y prend forcément plaisir. Les e-sports sont des jeux pacifiques. On est tous ensemble. Les fans se réunissent pour encourager les équipes qu'ils soutiennent. C'est que du positif. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je regarde les sports traditionnels et virtuels. Et toi? Rien du tout. Elle est juste venue pour m'accompagner.
dans un monde à la fois de plus en plus réel et de plus en plus fantastique. L'industrie des jeux vidéo a enregistré un chiffre d'affaires de 84 milliards de dollars l'an dernier. Et certains joueurs, eux aussi, sont devenus millionnaires. Semphis, alias Cory Friesen, est passé pro au jeu Counter-Strike. Cette interview diffusée sur YouTube a provoqué un petit séisme dans l'univers des e-sports. Je m'en fiche, on prend tous de l'adérol. C'était carrément flagrant. Il suffisait de nous regarder jouer. Pourquoi ça pose un problème aux gens? Tout le monde en prend dans la ligue, non? Oui. L'adérol améliore la concentration. En Allemagne, c'est une substance illicite, alors que le Ritalin, qui a sensiblement les mêmes effets, est autorisé. Mais où commence le dopage? Et qu'est-ce que ça signifie dans les e-sports? Le milieu ne s'en est pas soucié jusque-là, trop occupé à se réjouir d'un marché en pleine expansion. Plus de 27 millions de personnes jouent tous les jours à ce jeu virtuel gratuit dénommé League of Legends. À Berlin, 10 Coréens s'affrontent en finale du championnat du monde. Et les fans, que pensent-ils du dopage? Si les uns se dopent et pas les autres, alors c'est pas drôle. Les joueurs sont sous pression. Et si on leur donne des substances pour les rendre encore plus performants, ça peut avoir des répercussions néfastes sur leur santé. Que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport, on n'a pas à se doper dans un championnat. Le Français Soaz, alias Paul Boyer, s'est propulsé avec son équipe jusqu'en demi-finale. Pour eux, le championnat s'arrête là. Mais ils se partagent quand même une belle récompense pour être arrivés en 3e position, à savoir 150 000 $. J'ai un avis très clair sur la question du dopage. Bien sûr que c'est mal de consommer des substances qui améliorent nos performances. Surtout dans ce jeu qui est un jeu d'équipe. Si un coéquipier se dope, ça va forcément influencer toute l'équipe. Je crois qu'il serait bon de mettre en place des contrôles antidopage. Ça permettrait d'être sûr qu'on est tous clean. Mais étant moi-même un joueur, franchement, ça m'est égal. La NADA, l'agence antidopage allemande, contrôle les sportifs professionnels depuis plus de 10 ans et souhaite étendre son activité aux e-sports. Le secteur des e-sports se développe extrêmement vite. Et si on parle d'e-sports, c'est parce qu'il s'agit bien de sport, puisqu'il y a de véritables compétitions, comme dans le domaine sportif traditionnel. Et du fait de ce développement rapide, il y a un risque phénoménal d'abus. Si on ne met pas en place un système de prévention et de contrôle bien défini, le potentiel de tricherie sera énorme. L'entreprise Riot Games se penche elle aussi sur le problème. Car non contente d'avoir créé League of Legends, c'est elle qui organise les championnats du monde. Tout se déroule comme dans les compétitions sportives, sauf qu'il n'y a pas de contrôle antidopage. Du moins pour l'instant. Nous essayons d'améliorer le règlement des compétitions et leur fonctionnement. Nous cherchons aussi à rendre l'expérience plus agréable pour les fans. L'idée étant qu'ils puissent soutenir les équipes et les joueurs professionnels dans de meilleures conditions. À la fin de cette saison, nous procéderons à des changements. Et parmi les problèmes auxquels nous voulons nous attaquer avant le début de la prochaine saison, il y a le dopage. Mais d'abord la finale. L'équipe SK Telecom l'emporte sur les Ku Tigers. Les deux sont coréennes. La récompense est partagée entre les 5 joueurs de l'équipe gagnante. 1 million de $. On reproche souvent aux jeux vidéo de faire l'apologie de la violence. On leur fait même parfois porter le chapeau quand des joueurs dérapent. Que la critique soit fondée ou non, les jeux ne pourraient-ils pas avoir aussi l'effet inverse? À savoir rendre le monde un peu meilleur? C'est ce qu'essaient de faire des développeurs polonais avec un jeu anti-guerre appelé This War of Mine. Il s'agit cette fois non pas de tuer des gens, mais de les sauver. Le scénario s'inspire de faits réels. Il se déroule à Sarajevo pendant la guerre de Bosnie. Dans
Dans tous les jeux de guerre, c'est la même histoire. Il faut tuer, tuer et encore tuer pour gagner. Tous, sauf celui-ci. Dans This War of Mine, les joueurs se battent pour sauver des civils. Dans une maison en ruine, chaque joueur doit assurer la survie de 3 personnes qui ont besoin de vivres, de médicaments, d'outils et surtout de protection. Il faut beaucoup réfléchir et bien mesurer la portée de ce qu'on fait. On finit vraiment par s'attacher aux personnages. Bruno, par exemple, qui est bon cuisinier. Katia, qui sait bien négocier. Et Pavle, qui court très vite. Des personnages très différents les uns des autres. Tandis qu'au salon des jeux vidéo de Poznan, les super-héros sont à l'honneur, ici, ce sont les gens du commun. Et les joueurs sont confrontés à des dilemmes d'ordre moral. Pavle, co-créateur du jeu. Ce jeu vous teste et vous pose la question, voulez-vous faire le bien ou le mal? Il ne décide pas à votre place. Vous êtes responsable de vos actes et en assumez les conséquences. Ce jeu de survie se déroule à Sarajevo. Partout, des impacts de grenades peints en rouge sang entretiennent le souvenir du siège de 1992-1995. 329 grenades ont été tirées en moyenne chaque jour. Près de 11 000 personnes sont mortes. Elvis Mekic a pris les armes à 18 ans et demi. Un intérieur typique de l'époque, aujourd'hui un musée. 1425 jours de tir continus. Le plus grand danger venait des tireurs embusqués. L'avenue principale était surnommée Sniper Alley, l'avenue des snipers. Très peu de maisons en sont sorties intactes. Les gens n'avaient plus d'eau, plus d'électricité. Je n'aime pas repenser à cette époque, ni en parler. Quelque part, ces 3 à 4 années ne font pas partie de ma vie. C'est comme un gros brouillard épais pour moi. Cette galerie menait à un quartier excentré et était la seule issue de secours de Sarajevo. Elvis l'a emprunté plusieurs fois en tant que soldat. Au début, dans la panique, certains faisaient n'importe quoi. Il y a eu des cas de pillage. Et puis, ça s'est arrêté. La solidarité a primé sur tout le reste. Moi, je n'ai jamais rien fait de ce genre. Que pensez-vous du jeu anti-guerre? Il me plaît bien. C'est une bonne idée. Dans le sens où il met en scène des gens normaux qui essaient de survivre. Au salon des jeux vidéo, ce sont toutefois les jeux de guerre qui priment. Jouer avec le feu et se projeter dans des conflits bien réels est tellement excitant. Pourtant, les joueurs affirment haut et fort qu'ils sont contre la guerre. Il ne s'agit là que du plaisir du jeu. Qui pourrait conduire un char d'assaut dans la vraie vie? Pourquoi les jeux de guerre sont-ils si appréciés? Je crois qu'ils fournissent la bonne dose d'action, d'adrénaline, une bonne dynamique en fait. Le succès du jeu anti-guerre n'en est que plus étonnant. Il a déjà fait 10 millions de dollars de recettes. C'est un succès commercial. Et j'espère que les développeurs de jeux vidéo en prendront de la graine. Je pense que ça peut leur ouvrir les yeux. Les ruines d'une maison de retraite sur l'ancienne ligne de front de Sarajevo. Namić était petit à l'époque. Il ne sait pas grand-chose de la guerre. Ses parents n'en parlent pas. Namić est passionné de jeux vidéo. Ce jeu anti-guerre est nouveau pour lui. Il essaie pour voir. Katia est morte. Premier revers. Sa mort m'a touché. J'ai pas pu l'empêcher. Elle est morte en cherchant à se procurer des vivres. Sa première impression.
On ne se demande jamais ce que font les civils pendant la guerre pour survivre, comment ils s'approvisionnent. C'est le genre d'expérience qu'on ne peut pas faire dans la vie de tous les jours. On en apprend peut-être beaucoup sur la guerre dans ce jeu, mais il a ses limites. Ce n'est qu'un jeu. On joue. Ce qui s'est réellement passé à Sarajevo, ce n'était pas un jeu. C'était la vraie vie. Et dans la vraie vie, il n'y a pas de touche réinitialisée. Ça, c'est un fait, et un bon sujet de réflexion. On ne peut pas réinitialiser notre vie, ni celle des autres. Bon, je n'irai pas plus haut. En ce qui me concerne, la partie est finie. À la semaine prochaine. Salut.